Mardi 26 avril 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de rejoindre Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce mardi, la validation de l'Union européenne concernant la route nationale numéro 13 est attendue pour la semaine prochaine. Une validation qui fait suite de la demande de l'État malagasy car les travaux devaient débuter en 2021. L'Union européenne a renforcé aujourd'hui qu'ils attendent actuellement l'encaissement du financement des travaux de la Banque européenne. Reportage de Sylvain sur les images de Secha Angianabou. La réhabilitation totale de la route nationale numéro 13, long de 493 km, a été annoncée au mois d'octobre 2020. Les travaux auront dû débuter en 2021, mais jusqu'à aujourd'hui, le projet est en stand-by. Le retard serait dû à l'enquête sur le financement des travaux. L'état actuel a négocié la validation qui devrait sortir d'ici la semaine prochaine. L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar a d'ailleurs affirmé que la Banque européenne d'investissement est actuellement en pleine accélération des détails concernant cette route nationale numéro 13. Comme vous savez, la route nationale numéro 13 était partie d'un même projet avec la route nationale numéro 6. La route nationale numéro 6, comme vous savez, a été inaugurée, la première pierre, au mois de septembre 2021 et les travaux ont commencé, ils sont déjà là. On espère que toutes les procédures soient mises à point et on espère que dans les prochaines semaines, on puisse donner une bonne nouvelle sur la route nationale numéro 13. Évidemment, ces processus sont très complexes, mais évidemment, la Banque européenne des investissements, qui seule peut mettre des fonds de cette envergure à disposition, doit travailler dans la sérénité et sont en train de faire le possible pour que ça avance rapidement. Concernant le partage des tâches, l'État malagasy se chargera de la construction de la route entre Yous jusqu'à Betchouk, mesurant 131 km. La route de Betchouk jusqu'à Tolagnar sera prise en charge par la Banque européenne d'investissement. Le rapport du président de la République sur le voyage de la délégation malagasy à Washington s'avère prometteuse. D'après le président du Sénat, ce jour, le développement ne peut commencer que si toutes les régions y sont prises en compte, d'où l'importance de la réhabilitation des routes dans la partie sud de l'île. La région sud est une partie riche, particulièrement en termes de secteur minier, mais le développement y a connu un retard dû au mauvais état de la route. Le financement de Washington, suite au voyage de la délégation malagasy menée par le président de la République, va donc promouvoir l'économie de cette région, d'après ce dernier. La collaboration entre le Parlement chinois et le Sénat malagasy a également été renforcée ce jour, lors de la visite de courtoisie de l'ambassade de Chine au président du Sénat. En effet, ce dernier a toujours apporté son soutien à Madagascar si l'on ne cite que la construction de plusieurs infrastructures, mais aussi l'équipement lors du reboisement de Tsaramaswanj. Depuis l'application du plafonnement de prix, le sucre local, notamment celui de Namaki et d'Imbilbé, n'est presque plus visible sur le marché d'après le contrôle effectué par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Le ministère a donc pris l'initiative d'approvisionner les distributeurs à travers le SPM, d'après ce reportage de Nater Akutma Wenzara Ranjiansu. Le sucre de Namaki est déjà arrivé au niveau du magasin de stockage d'Anouzat, si celui en provenance d'Imbilbé est en route. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation a pris en charge l'approvisionnement de la région Analamang à travers le SPM. Depuis l'indisponibilité de cette denrée sur le marché, il y a actuellement 2 semaines. 55 tonnes de sucre, soit 30 tonnes de sucre de Namaki et 25 tonnes de sucre d'Imbilbé seront distribuées chaque semaine aux grossistes de la région Analamang. Le ministre a souligné qu'il ne devrait y avoir aucune crainte concernant le stock de sucre. Il s'agit d'une concurrence entre l'importation et la production locale, mais que ce soit pour le sucre importé ou celui local, le prix ne devrait pas dépasser les 2750 ariars, a précisé le ministre.
Et sur un tout autre sujet, les opérateurs souhaitant bénéficier du processus accéléré de dédouanement des marchandises au sein de la douane disposent de 2 mois pour déposer leur dossier de candidature sur la plateforme MIDAC. En plus d'accélérer le dédouanement, cela permet également la réduction du coût de magasinage des conteneurs au port d'après Rousrissel, Rakut Malal et Secha Angianab. En temps normal, il faut jusqu'à plus ou moins 5 jours pour dédouaner les marchandises à la douane. En effet, certaines marchandises nécessitent un scan et une visite physique, ce qui entraîne une augmentation du prix des produits et biens qui arrivent sur le marché à cause de la durée du magasinage. Dans le but d'une compétitivité, la douane a mis en place un processus accéléré de dédouanement ou PAD. Grâce à ce processus, la liquidation se fait quelques minutes après la déclaration de l'entrepreneur. Ainsi, le PAD a pour avantage de réduire le coût du magasinage des conteneurs au port. L'avantage, c'est que dès qu'une déclaration est validée dans le système de la douane, c'est liquidé automatiquement. Ce qui permet d'éviter les surcoûts, soit en termes de magasinage au niveau des terminals conteneurs ou en termes de surestarie au niveau des compagnies maritimes. C'est un processus, je dirais, qui évolue logiquement dans le système d'opérateurs économiques agréés. Actuellement, on est parallèlement à ça en train de mettre en place aussi ce qu'on appelle décision anticipée. Et donc tout ça rentre dans la facilitation pour éviter les surcoûts, pour que les importateurs ne subissent pas les surcoûts, pour que les consommateurs ne subissent pas les surcoûts. Donc ça aura un impact jusque sur le marché. Les entrepreneurs qui veulent bénéficier du PAD ont jusqu'au 15 juin pour déposer leur candidature sur la plateforme MIDAC. Les opérateurs œuvrant dans l'industriel sont encouragés à l'intégrer, rajoute le directeur général de la douane. La région Vakna-Karach est l'une des 8 régions ayant déjà procédé à la mise à jour de l'image satellitaire. L'objectif du projet CASEF, ou croissance agricole et de sécurisation foncière, financé par la Banque mondiale sous le patronage du ministère de l'Aménagement du territoire et du services fonciers et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, est de terminer la mise à jour par satellite des plans fonciers de toutes les régions d'ici la fin de l'année 2022. Ce projet facilitera l'identification des propriétés foncières et vise également à éviter les conflits fonciers pour l'intérêt de la population dans le cadre du développement durable. L'obtention de certificats fonciers va également aider la population dans ses activités, particulièrement le secteur agricole. Reportage. Un réel soulagement pour Sein, un habitant de la commune Vidvnaniatsim, district de Faratsiou, région Vakna-Karach, qui a enfin obtenu son certificat foncier, une pièce d'une importance capitale pour ses activités axées sur la culture de maïs. L'objectif pour l'État malagasy, par le biais du ministère de l'Aménagement du territoire et du service foncier et le projet CASEF, un projet financé par la Banque mondiale, est de délivrer le certificat foncier légalement pour la population malagasy. Le renouvellement de l'image satellitaire s'avère également nécessaire, d'après le ministre de l'Aménagement du territoire et du service foncier, car la dernière capture date d'il y a 73 ans. 2313 certificats fonciers ont pu être délivrés aux populations de 4 Fouktagnes du district de Faratsiou, région Vakna-Karach, à savoir les Fouktagnes de Faravoij, Atsapan Maaz, Vinanenuniatsim et Ambouibourn. Jusqu'à présent, 156 066 certificats fonciers ont pu être délivrés dans le cadre du projet CASEF dans 82 communes de la région Vakna-Karach. Si au total, 1 390 000 ont été délivrés dans 14 régions de Madagascar. Les bureaux fonciers du district de Faratsiou ont été également équipés des matériels à l'occasion de cette descente. Et sur le plan éducatif à présent, l'amélioration de la qualité de l'enseignement dès le préscolaire réduira le taux d'abandon scolaire au niveau de l'enseignement primaire. 40% des enfants malagasy abandonnent l'école avant même l'examen officiel du CEPE selon le rapport d'une association œuvrant dans le secteur éducatif. Les enfants issus de familles vulnérables sont les plus concernés, surtout après la pandémie de Covid-19. Reportage sur les images de Secha Angianab. Le taux de redoublement au niveau du primaire dû à la qualité de l'enseignement constitue encore un très grand problème.
Pour y remédier, l'État malagasy a déjà procédé à la mise en place de préscolaires au niveau des écoles Manara Pinch, car en effet, la fréquentation du préscolaire réduit la probabilité de redoubler le CP1 à cause de son impact positif dans la facilitation des acquisitions scolaires. C'est la raison pour laquelle les parents inscrivent leurs enfants au sein des écoles privées. La tenue du plaidoyer pour l'amélioration de l'éducation au niveau des écoles primaires publiques a pour objectif de garantir la qualité de l'enseignement. En effet, la qualité actuelle laisse à désirer. Un enseignant pour une classe de 50 élèves, des enseignants non formés, tels sont les problèmes constatés d'après la présidente de cette association. Ce plaidoyer est axé sur 3 points: l'amélioration de l'accès à l'éducation de familles vulnérables, la garantie d'une éducation primaire de public de qualité et l'effectivité de la collaboration entre les acteurs de l'éducation et le ministère de l'Éducation nationale. Un projet de loi d'orientation du système éducatif a d'ailleurs été discuté lors du Conseil de gouvernement d'après le ministre de l'Éducation nationale. Il porte sur la mise en place d'une politique éducative qui consistera à élargir l'éducation fondamentale à 9 ans, la mise en place de la préscolarisation de 2 ans, la continuité de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, ainsi que la mise en place d'une politique linguistique. Ce projet de loi a été défini après concertation avec toutes les parties prenantes, à savoir les enseignants, les parents, les directions régionales et les partenaires. Ce plaidoyer présenté ce jour à Nalakil a été établi suite à un colloque avec les acteurs du secteur. La journée mondiale de la propriété intellectuelle qui est célébrée aujourd'hui, 26 avril, a été marquée par une journée porte ouverte au siège de l'OMAPI, ou Office malgache de la propriété industrielle. Les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l'individu par une création intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pendant une certaine période. La propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Pour le secteur de l'industrie, le ministère de tutelle veut donner des opportunités aux jeunes de créer leur entreprise, mais aussi de mettre en place des industries de proximité à travers le projet de pépinière industrielle. Le thème de cette journée mondiale est la une propriété intellectuelle et les jeunes innover pour avenir meilleur. Et concernant les actualités internationales de ce mardi, le bureau de procureur de la Cour pénale internationale au CPI participera à l'enquête européenne sur les principaux crimes présumés commis en Ukraine, a annoncé l'agence de coopération judiciaire Eurojust. De son côté, le secrétaire d'État américain en visite à Kiev a annoncé au président Zelensky le retour d'une présence diplomatique américaine en Ukraine. France 24. Au lendemain de leur rencontre à Kiev avec le président Volodymyr Zelensky, Anthony Blinken et Lloyd Austin se sont montrés confiants. Le secrétaire d'État américain comme le chef du Pentagone ont indiqué que l'Ukraine pouvait gagner la guerre contre la Russie. Nous pensons que les Ukrainiens peuvent l'emporter s'ils ont les bons équipements et le bon soutien. La Russie a déjà échoué dans ses objectifs de guerre, parce que l'objectif principal que s'était fixé le président Poutine était de soumettre l'Ukraine en l'intégrant à la Russie, de lui retirer sa souveraineté et son indépendance. Cela ne s'est pas produit, et clairement, cela ne se produira pas. Aux côtés du président Zelensky, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et surtout d'une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars, dont 400 millions pour aider les pays d'Europe de l'Est qui fournissent des armes aux voisins ukrainiens. Les États-Unis ont dernièrement accéléré les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine, des armes lourdes notamment, pour résister à l'offensive russe qui se poursuit dans tout le pays et qui se concentre surtout à l'est et au sud de l'Ukraine. À Marioupol, les forces russes continuent à bombarder le vaste complexe métallurgique d'Azovstal, où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens, mais aussi près de 1000 civils pris au piège. Cela fait 1 mois et demi que nos enfants n'ont pas vu la lumière du soleil. Lundi, le ministère russe de la Défense a fait une énième annonce de cessez-le-feu dans la ville portuaire dévastée pour permettre les évacuations des combattants et des civils. Aucune des précédentes tentatives de couloir humanitaire à Marioupol n'a jusque-là abouti.
Une quarantaine de pays se réunissent mardi en Allemagne après l'invitation des États-Unis pour renforcer la défense de l'Ukraine qui, selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, peut gagner face à la Russie si on lui donne les moyens. France 24. C'est un avertissement envoyé par Sergueï Lavrov au monde entier. Pour le chef de la diplomatie russe, il y a un réel danger que le conflit dégénère en Troisième Guerre mondiale. Mais il assure, il veut poursuivre les négociations de paix avec l'Ukraine. Le danger est grave. Il est réel. On ne peut pas le sous-estimer. Mais nous continuons de mener des négociations avec l'équipe déléguée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et ces contacts vont se poursuivre. Des propos qui font écho à ceux de Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée lundi soir sur ses réseaux sociaux. Tout le monde à travers la planète, même ceux qui ne nous soutenaient pas ouvertement, s'accordent désormais à dire que c'est en Ukraine que se joue le destin de l'Europe, le destin de la sécurité mondiale et le sort du système démocratique. Ces déclarations interviennent au lendemain de la visite à Kiev du secrétaire d'État américain Antony Blinken et de Lloyd Austin, le chef du Pentagone. Ils ont rencontré le président ukrainien, une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Au retour de cette visite, Lloyd Austin estime que Kiev peut gagner cette guerre. La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Et les Ukrainiens sont convaincus qu'ils peuvent gagner. Nous pensons qu'ils peuvent gagner s'ils ont le bon équipement, le bon soutien, et nous allons faire tout ce que nous pouvons, continuer à faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que cela arrive. Les États-Unis ont accéléré leur livraison d'équipements militaires à l'Ukraine, des armes lourdes pour contrer l'offensive russe que le président ukrainien ne cessait de réclamer. Emprisonné depuis octobre 2017, le philanthrope turc Osman Kavala a été condamné lundi à la prison à vie alors qu'il n'a eu de cesse de clamer son innocence. Accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement de Erdogan en 2016, Osman Kavala est devenu au fil des ans le symbole de la répression contre la société civile en Turquie. Toujours un reportage de France 24. À l'extérieur du tribunal d'Istanbul, la colère explose chez les partisans d'Osman Kavala. Le mécène turc, accusé de vouloir renverser le gouvernement d'Erdogan, a été condamné ce lundi à la prison à vie. Cela faisait 4 ans et demi qu'il était détenu sans jugement. S'il s'agissait d'une décision légale, nous pourrions la commenter. Ce n'est pas le cas. Ce verdict, c'est la vengeance du gouvernement contre les manifestations du parc de Gezi, l'exécution d'instructions venant du palais présidentiel. Osman Kavala, 64 ans, a toujours démenti avoir participé aux manifestations contre le gouvernement en 2013 et fomenté le coup d'État raté contre le président Erdogan. Durant son procès, l'homme d'affaires turc a dénoncé un assassinat judiciaire contre sa personne. Pour ses 3 avocats, le manque de preuves est criant. Ils évoquent l'acharnement du pouvoir et ont l'intention de faire appel. Osman Kavala en Turquie, c'est la bête noire du président Erdogan, un président qui veut en ce moment jouer le rôle d'entremetteur entre l'Ukraine et la Russie. Alors que le président turc recevait ce lundi à Ankara le secrétaire général de l'ONU, la condamnation d'Osman Kavala envoie un signal négatif aux pays occidentaux. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons le journal d'aujourd'hui. Restez sur Viva car peu de temps après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'émission de Point de droit Nizouk. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.